Bonjour, c'est le professeur Isaac Kanyama avec le cours des principes d'économétrie. Nous commençons notre deuxième chapitre sur les modèles de régression linéaire. Qu'est-ce qu'on va apprendre dans ce chapitre? Premièrement, l'origine et la signification du terme régression, la différence entre un modèle déterministe et un modèle stochastique, la spécification et l'estimation des modèles de régression linéaire, les propriétés des estimateurs de moins de carré ordinaire, la validation la mesure d'ajustement, de la qualité d'ajustement ainsi que la prévision avec un modèle de régression linéaire. Introduction. Il faudrait tenir que le terme régression a été utilisé pour la première fois par l'anglais Sir Francis Galton, qui étudiait la relation entre la taille des enfants et leur père. Et son constat était que bien que les enfants à taille élancée provenaient des parents élancés et les enfants à taille moins élancée étaient nés des enfants des parents moins élancés, mais la moyenne de taille allait converger vers la moyenne. Alors, il avait qualifié ces phénomènes de la régression vers la médiocrité. Voilà, mais l'essence commun du terme régression, c'est un mouvement de recul, une évolution vers le point de départ, ainsi de suite. Mais en économétrie, le terme régression ne signifie ni la définition de M. Francis Galton ou l'essence commun, mais ça veut dire au contraire la description et l'évaluation de la relation entre une variable dite dépendante et une ou plusieurs variables dites indépendantes. Alors, parce que nous avons étudié la méthodologie économétrique, nous allons commencer cette étude du modèle de régression linéaire par la spécification. Alors, il faut savoir d'abord que les modèles de régression est dit linéaire parce que la forme fonctionnelle qu'on va voir ici est linéaire et elle décrit en fait la relation entre une variable dépendante, une seule variable dépendante et une seule variable indépendante. Et on doit distinguer entre les modèles déterministes et les modèles non déterministes pour mieux comprendre le contenu de ces chapitres. Alors, un modèle est dit déterministe si c'est une relation mathématique de la forme y est une fonction de x dans laquelle y prend de manière unique et spécifique et exacte une valeur déterminée pour chaque valeur spécifique de la variable x. Par exemple, un modèle économique est un modèle déterministe. Par contre, un modèle stochastique est une relation qui ne donne pas des valeurs uniques de y pour des valeurs spécifiques de x et qui ne peut avoir qu'une interprétation probabiliste. Alors, pour obtenir un modèle stochastique, en fait, il suffit d'ajouter un terme d'erreur au modèle déterministe. C'est un peu ici comme la différence qu'on a fait entre le modèle économique et le modèle économétrique. Ainsi, un modèle économétrique, précisément, est un modèle statistique, est un modèle stochastique. Et c'est ça l'objet de l'économétrie, c'est d'étudier les modèles stochastiques. Alors, par exemple, ici, le modèle linéaire stochastique de la consommation est défini de la manière suivante. C est égal à alpha plus bêta yd plus u, qui est le terme d'erreur. Alors, ce terme d'erreur doit se comporter d'une certaine façon pour faciliter l'estimation. Premièrement, son origine. Les perturbations du modèle peuvent provenir de trois sources, soit de l'incertitude liée au comportement individuel, comme on a déjà dit, de l'omission des variables ou de l'erreur des mesures des variables. Ainsi, pour pouvoir trouver les termes, les valeurs numériques de alpha et bêta, donc qui sont les paramètres du modèle de régression linéaire simple, il y a des hypothèses qui définissent les comportements aussi bien de la variable x que du terme d'erreur. Première hypothèse, d'abord, le modèle est linéaire, donc y est une fonction linéaire de x et du terme stochastique. Deuxième hypothèse, c'est l'espérance mathématique nulle des termes d'erreur pour chaque observation. Troisième hypothèse, la constance de la variance pour toutes les observations. Et cette hypothèse est appelée l'hypothèse de l'homocédasticité.
On verra plus tard que lorsque cette hypothèse n'est pas respectée, on parlera de l'hétérocédasticité. Quatrième hypothèse, c'est l'indépendance, c'est-à-dire les erreurs sur les deux observations ne sont pas indépendantes. D'autres termes, U indice I et U indice J ne sont pas indépendantes. Par conséquent, leur covariance est égale à 0. Hypothèse numéro 5, c'est l'indépendance des observations de la variable indépendante, qui est caractérisée par les moments, la covariance entre les deux qui est égale à 0. Donc, en d'autres termes, la variable x n'est pas observée avec erreur. En d'autres termes, ce n'est pas une variable aléatoire. Sixième hypothèse, c'est l'hypothèse de la normalité qui dit tout simplement que les perturbations, les termes d'erreur sont normalement distribués pour chaque observation avec une moyenne nulle et une variance constante. Alors, cette hypothèse numéro 6, en conjonction avec les hypothèses 2, 3 et 4, implique que le terme d'erreur c'est une variable aléatoire qui est indépendamment et identiquement normalement distribuée avec une moyenne nulle et une variance constante. Alors, cette hypothèse est très importante en économétrie dans la mesure où elle intervient dans le test d'hypothèse. Quand on fera l'inférence ou la validation du modèle, cette hypothèse jouera un rôle important lorsqu'on va faire calculer en fait les statistiques du test. Estimation du modèle, c'est le point 3. C'est pratiquement la deuxième étape de la démarche économétrique qui consiste en fait à attribuer ou assigner les valeurs numériques aux paramètres alpha et bêta. Et la procédure suivie pour faire cette assignation des valeurs numériques est appelée une méthode d'estimation. Et on en distingue trois de base, notamment la méthode des moins de carré, la méthode des moments et la méthode du maximum de vraisemblance. Ici, je vais vous exposer la méthode des moindres carrés. Alors, quel est le principe de cette méthode? C'est de choisir les valeurs de alpha et bêta ou assigner les valeurs numériques à alpha et bêta dans le but de minimiser la somme des carrés résiduels de la régression, qui est définie de la manière suivante. Le résidu, c'est E chapeau, qui est égal à Y l'observation, moins alpha chapeau, moins bêta chapeau X, ce qui est la partie estimée. Alors, parce qu'on parle de la minimisation, donc c'est un problème d'optimisation. Par conséquent, on doit procéder par la dérivation partielle. Alors, on va dériver cette somme de carrés par rapport à alpha et par rapport à bêta. Alors, premièrement, par rapport à alpha, voici l'équation estimée, la dérivation. Il faut égaliser cela à 0 parce que c'est l'optimisation, c'est la minimisation. Alors, ou alors, cela nous produit cette équation ici qu'on appelle une équation normale. Alors, si nous divisons cette équation par la taille de l'échantillon qui est égale à n, alors on peut tirer la valeur de alpha. Donc, on va exprimer cette équation en termes de moyenne. Ça sera y bar, donc la moyenne arithmétique de y est égale à alpha chapeau plus bêta chapeau multiplié par la moyenne de x. D'ici, on tire la valeur de alpha. Ainsi, de alpha chapeau. Donc, vous comprenez déjà que pour obtenir la valeur de alpha, il faut connaître la valeur de bêta chapeau. Donc, il faut premièrement estimer la valeur de bêta chapeau avant de déterminer la valeur de alpha chapeau. Alors, la dérivation de la somme des carrés résiduels par rapport à bêta chapeau nous donne cette équation. Alors, comment allons-nous obtenir la valeur de bêta chapeau? Il faut suivre la démarche suivante. Premièrement, il faut substituer la valeur de alpha chapeau qu'on vient de trouver ici, dans ce modèle, dans cette équation. Deuxièmement, convertir la somme des carrés et la somme des x en n multiplié par x bar. Vous connaissez la formule, ça provient de la formule de la moyenne arithmétique. Troisièmement, définir la somme suivante, la somme croisée des écarts par rapport à la moyenne des x et des y, qui est égale à ce que j'ai à cette somme ici. Donc, c'est la somme des carrés croisés, la somme des carrés croisés, la somme des produits croisés de variables, des écarts des variables par rapport à leur moyenne. Et puis, vous calculez également la somme des carrés, maintenant, des variables, des carrés des écarts de x par rapport à la moyenne, et ça vous donne exactement ceci. Alors, en substituant tous ces termes dans l'équation ici,
vous allez obtenir l'estimation de X, de bêta chapeau, pour lesquels j'ai donné 3 formules alternatives qui donnent exactement la même réponse. Alors, en termes d'illustration, nous avons des données sur les rendements sur, ça c'est les rendements sur les actifs et les salaires des PDG. Bon, mais retenez tout simplement la valeur X et la valeur Y. Donc, pour 15 individus, 15 entreprises de toute façon, alors vous avez X et vous avez Y. Allez, j'ai calculé les différentes sommes qui entrent dans la formule de alpha et bêta. Et les modèles à estimer est simple, c'est un modèle de régression simple. Les salaires dépendent des RSA, qui est le rendement sur action. Donc, alors, nous devons calculer alpha chapeau et bêta chapeau. Alors, en suivant les formules que j'ai données ici haut, alors voici la valeur de bêta. Et c'est après avoir trouvé la valeur de bêta que nous pouvons trouver la valeur de alpha chapeau. Alors, pour vous, vous devez faire tous ces calculs-là pour vérifier, pour vous habituer à bien, avec les éléments des calculs que nous avons ici. Alors, une fois nous avons estimé, nous pouvons écrire l'équation estimée. Cette fois-là, ça ne sera pas y est égal à alpha plus bêta x plus u, mais ce sera y chapeau. Les chapeaux signifient tout simplement que c'est la valeur ajustée de y qui doit être égale à alpha, la valeur de alpha chapeau, plus la valeur de bêta multiplié par x. Bêta ici est appelé la pente de la régression. Il est interprété comme étant la valeur de y lorsque x augmente d'une unité. Donc ici, je crois que nous devons comprendre qu'il y a une virgule là, une virgule ici. Ok, il faut mettre là-bas. Alors, cette équation, la valeur, les différentes valeurs ajustées de y se trouvent dans cette colonne ici. Ok, j'ai calculé cela. Et l'écart entre la valeur observée de y, donc colonne numéro 3, et la valeur ajustée de y, c'est avant-dernière colonne, est appelée les résidus de la régression. Et c'est la dernière colonne que nous avons ici. Alors, ces estimateurs de moins de carré ont des propriétés. On dit que les estimateurs de moins de carré sont blue. Best Linear and Biased Estimators, qui dit tout simplement que les estimateurs de moins de carré sont les meilleurs estimateurs linéaires non biaisés. Alors, là, ça dit, ils sont linéaires, ils sont sans biais et ils ont une variance minimale. Alors, la linéarité de ces estimateurs veut dire tout simplement que alpha et bêta sont des fonctions des observations de la variable dépendante. Alors, on peut les exprimer de cette façon. Alors, je ne peux pas démontrer tout cela dans la vidéo, mais si vous avez les notes de cours, vous allez voir comment j'ai fait cela. Alors, il suffit de partir de la formule de alpha, chapeau et bêta chapeau, substituer pour la valeur de x et y, et vous allez trouver ça. Alors, et dans cette formulation, nous avons défini les DI, c'est une constante. KI est une constante, spécialement K indice I a les propriétés suivantes. L'absence des biais, donc alpha chapeau et bêta chapeau, les estimateurs de moins de carré sont sans biais. Ça veut dire tout simplement que l'espérance mathématique des estimateurs est égale, bon, il y a un qui manque là-bas, est égale au paramètre qui est censé approximer. Et en général, à partir de votre cours de statistiques mathématiques, vous savez qu'un estimateur θ chapeau est un estimateur non biaisé des paramètres θ si sa moyenne arithmétique est égale à θ. Donc, c'est exactement la même chose que la définition que nous utilisons ici. Alors, ces mêmes estimateurs ici, linéaires, si vous remplacez la valeur de y, l'équation ici, dans les modèles, y est égal à alpha plus bêta x plus u, le terme d'erreur, vous allez arriver à ces expressions ici, une façon d'exprimer différemment les paramètres. Alors, ignorez les signes négatifs ici, ignorez ça, c'est alpha égale, ignorez les signes négatifs. Alors, en prenant l'espérance mathématique de ces deux expressions, on va
trouver que l'espérance mathématique de alpha chapeau est égale à alpha et l'espérance mathématique de bêta chapeau est égale à alpha. Donc, nous utilisons l'hypothèse numéro 2 de la centralité des erreurs. La variance minimale. Donc, ici, on peut démontrer que des estimateurs de moins de carré ont la variance minimale dans la famille de tous les estimateurs linéaires non biaisés. Vous pouvez voir la démonstration dans les notes de cours. Alors, ces variances sont les suivantes. Ça, c'est la variance de bêta, de alpha chapeau et la variance de bêta chapeau. Alors, ici, vous voyez sigma carré qui intervient. C'est en fait la variance du terme d'erreur. Et c'est un paramètre de la population, mais qu'on estime sur échantillon par la formule suivante. Donc, vous prenez la somme des carrés résiduels, vous divisez par n-2 qui est le degré de liberté, n-2 parce qu'on a estimé deux paramètres, alpha et bêta. Ok, alors pour les modèles, l'illustration que nous venions de faire dans les tableaux, les S carré, donc la variance des résidus, est calculée de la manière suivante. Ça donne 90 619,64. Et si nous avons, dès que nous avons la formule de la variance des résidus, nous pouvons alors calculer la variance des estimateurs, étant donné que les moyennes, comme dans ces formules, la moyenne, excusez-moi, la moyenne de x est connue. La somme des écarts par rapport à x, des x par rapport à sa moyenne, c'est connu, des carrés, c'est connu. Donc, tout ce qui manquait, c'était l'estimateur de la variance. Alors, nous estimons cela et donc, on substitue tout simplement dans la formule pour trouver la variance de alpha chapeau et la variance de bêta chapeau. Et par conséquent, on peut aussi trouver les écarts types, parce que vous savez très bien, l'écart type est égal à la racine carrée de la variance. Donc, on peut aussi calculer les écarts types des estimateurs. Voilà. Pour la première partie du chapitre 1, nous allons nous arrêter là. Et dans la prochaine vidéo, la deuxième partie du chapitre 1, nous allons nous intéresser à l'inférence et à la prévision ainsi qu'aux applications numériques. Je vous retrouve prochainement. Au revoir.